Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays édition du 25 juillet 2025 et présenté sur la télé de Rogers Gavino de Falco en compagnie de mon bon ami, l'unique Jeremy Filosa. Oh yeah! Comment ça va mon ami? Ovation debout! Ovation debout pour Jérémy et... les Blue Jays, incroyable encore une fois, une semaine au bureau, débile. Ouais. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était 14 matchs en haut de 500, là c'est 19, 6 victoires, une défaite dans la dernière semaine. On a les tableaux, on a justement les faits saillants de la dernière semaine chez les Blue Jays. Philo, on assiste à quelque chose vraiment de spécial, encore une fois. Les émissions du podcast des Blue Jays se suivent et se ressemblent. Pas dans le négatif comme Non. 2024. Non. Dans le positif à côté. Ah, c'est incroyable. Encore une fois, cette semaine, les Blue Jays qui ont très mal fait paraître les Yankees au Rogers Center. Écoute, dans les 3 dernières semaines, là, c'est 6 victoires, une défaite contre les Yankees. Mais c'est pas seulement 6 victoires, une défaite. C'est dans la façon. Ils ont humilié les Yankees qui, on va se le dire, Gavino, là, avaient de l'air d'une gang de pee-wee sur le terrain. Moi, là, mon fils joue au baseball là, dans le midget, là, puis il y a quelques jeunes qui ont des difficultés défensivement et c'est frustrant. J'avais quasiment l'impression de regarder du baseball des ligues mineures en regardant les Yankees jouer cette semaine au Rogers Center. Et, ben, écoute, je veux dire, il n'y a rien qui semble vouloir arrêter les Blue Jays. Leur façon de jouer et les succès qui viennent avec, c'est pas une coïncidence, là. On peut plus dire que c'est de la chance, on peut plus dire que c'est arbitraire. C'est du solide, ça fonctionne, semaine après semaine. Il n'y a rien qui arrête cette équipe-là et ils sont maintenant au sommet de la Ligue américaine pour la meilleure fiche. Ça veut dire qu'ils auraient l'avantage du terrain sur toutes les séries, advenant que justement ils se rendent là. Et non seulement ça, ils sont en train de chauffer les Brewers de Milwaukee dans la Ligue nationale pour aller chercher le premier rang du classement général du baseball majeur. Qui aurait cru ça au mois de mai quand l'équipe était 4 matchs en bas de 500? Ben, on l'avait prédit, nous autres, au début de l'année, de toute façon, que les Blue Jays allaient être premiers et s'en allaient vers la série mondiale. Blague à part, on regarde le classement dans, justement, la division ouest de la Ligue américaine. Hey. Toronto est premier avec un dossier de 61 et 42. Et il commence à avoir un écart là, entre la première et la deuxième équipe. Les Yankees en arrachent à 4 matchs et demi. Les Red Sox s'accrochent à 6,5 et Tampa Bay, ben, ça commence à s'éloigner lentement mais sûrement à 8 matchs de la tête. Donc Toronto qui joue de l'excellent baseball. Et regardez, comme Jérémy le mentionnait il y a quelques instants, Toronto est la meilleure équipe de la Ligue américaine. Avec un demi-match de priorité sur les Astros de Houston, 61 victoires, 42 défaites. Et écoutez, même le différentiel de points commence à s'améliorer. Là. T'en souviens? Il y a quelques semaines, on était dans le négatif. Là, les Blue Jays, plus 39. Et tu sais, il y a des statistiques qui mentent pas, Philo. Depuis la fameuse date du 8 mai dernier, les Blue Jays, la meilleure équipe du baseball majeur avec une fiche, attache ta tuque, là, de 45 victoires, 22 défaites. Ça, c'est le meilleur dossier des majeurs. Il s'est passé quelque chose avec cette équipe-là depuis le 8 mai. Tout le monde contribue, que ce soit du premier au 26e joueur, que ce soit le meilleur lanceur partant ou le lanceur qui passe la mop, comme Tommy Nance. Tout le monde se démarque depuis le 8 mai. C'est tout simplement sublime. Oui, puis on est en train de vraiment mettre toutes les pièces du puzzle ensemble parce qu'on le sait, là, on vous en a parlé souvent au podcast des Blue Jays. Il y a eu des changements de philosophie durant l'hiver, des changements d'instructeurs. On a installé une nouvelle façon de jouer au baseball. Puis ça, je vais en parler tout à l'heure dans notre segment, les courses sur les buts, parce qu'on voit vraiment une attitude complètement différente par rapport à simplement aller chercher un 90 pieds de plus. Et combien de fois cette année ça a fait la différence dans des matchs serrés où les Blue Jays gagnent par un point parce que on a fait avancer un coureur, on a été extrêmement agressif sur les sentiers. Et comme tu viens de le mentionner, on place la balle en jeu. Dans le match de jeudi face aux Tigers, il y a eu 5 retraits sur des prises en 41 apparitions
au bâton. 5. That's it. Puis là, Perfido avait 2 fois des retraits sur des prises. Ça veut dire que on place la balle en jeu. Puis écoute, il y a des équipes qui ont de la difficulté défensivement, Gavino, qui donnent des points, des cadeaux, donnent des cadeaux. Les Blue Jays ramassent les cadeaux. Les Blue Jays ne s'éliminent jamais. C'est-à-dire, ils jouent très bien défensivement et également, ils se font pas mal à eux-mêmes. Les Blue Jays, la meilleure moyenne collective du baseball majeur. Tu sais, on a flirté souvent avec le 3e rang. Maintenant, les Blue Jays sont premiers. 262 de moyenne collective. Devant les Dodgers de Los Angeles qui sont 5e à ce chapitre-là avec 2,54 et les Yankees également 2,54. Tu sais, je te pose la question demain matin, là. Prends-tu l'alignement des frappeurs des Dodgers avec les Ohtani, Freeman, etc. ou tu prends celui des Blue Jays avec un paquet de suspects, mais ils sont premiers dans la ligue, ils frappent la balle, ils mettent la balle en jeu, ils provoquent des choses. Moi, là, je n'arrive pas à expliquer la situation et la saison des Blue Jays de Toronto. C'est débile, Philo, là. Écoute, c'est que, tu sais, on en a parlé souvent. La moyenne au bâton dans le baseball majeur, c'est 245. Quand tu regardes l'alignement des frappeurs des Blue Jays, laisse faire les Jimenez et compagnie, là, et tout ça, là, mais ils sont capables de mettre un alignement de 9 frappeurs où tous les gars, sans exception, frappent 25, 30, 35, 40 points en haut de la moyenne du baseball majeur. Alors, là, tu me poses la question, est-ce que j'aime mieux avoir 3 gars qui frappent pour 300 et qui frappent 30 circuits ou j'aime mieux avoir 9 frappeurs qui frappent tous 25, 30, 35 points, plus que la moyenne du baseball majeur. Puis moi, je te dis, j'aime mieux ça parce que tu n'as pas de trou dans ton alignement. Peu importe qui t'as à la plaque, que ce soit Nathan Lukes, que ce soit Miles Straw, ils peuvent te faire mal, ils peuvent te faire payer à un moment critique. Combien de fois le bas de l'alignement a fait mal à l'autre équipe avec les Blue Jays, avec des frappeurs de 7e, 8e et 9e lorsque les Guerrero, les Bichette et les Springer étaient en panne dernièrement. C'est tout simplement sublime. On a un exemple. Justement, contre les Tigers de Détroit, on donne une passe gratuite à Addison Barger pour affronter Ernesto Clemente. On regarde. Well hit ball to deep left. And he made him pay. Did he ever? Ernie Clement got every bit of it and launches a 3-run homer. Hey, Olson, là, d'après moi, là, il avait chaud parce qu'il avait en face le rouge comme une tomate hier. Il faisait chaud à Détroit. Mais tout simplement pour te dire, hier, là, Dan Shulman et son analyste étaient sa coche. Parce que juste avant l'élan de Clement, ils ont dit, hey, est-ce que Clement n'aimerait pas leur faire payer cette décision-là? Bang, un circuit. Mais il n'est pas supposé frapper des circuits de 3 points, Ernie Clement. Oui, d'habitude, bon, tu donnes une passe gratuite parce que l'autre frappeur est plus faible. Bang, 400 pieds plus tard, c'est le coup sûr qui a donné le circuit de 3 points aux Blue Jays. C'est pas supposé arriver, Philo. Là. C'est pas supposé arriver, puis ça arrive à chaque jour. OK, mais mettons que Clement avait frappé un double à clôture. Est-ce que tu aurais été surpris? Non, c'est dans son genre. Alors, écoute, il l'a juste frappé un petit peu plus loin que d'habitude. Mais moi, j'ai confiance en Clement. Quand il arrive à la plaque, j'ai confiance en lui. Même les retraits, c'est souvent des retraits productifs. Mais juste pour dire, pour revenir à Shulman, quelques manches plus tard, ils disent, juste avant l'élan de Barger, « Hey, ce serait le fun de voir Barger courir les sentiers sur un trip. » 2 secondes plus tard, bang, la balle est dans la ligne du champ droit. Barger s'en vient et contourne jusqu'au 3e. Sont tellement beaux à voir jouer, Gavino. Moi, je suis un passionné de baseball, là, OK? Puis, regardez le mélange, par exemple, dans le match de jeudi, entre la puissance et la stratégie. Ah, écoute, on est au 7e ciel. Tu disais justement, il n'y a pas de retrait facile. Regarde, bon, je te nomme quelques statistiques. Beau Bichette, 2,80. Springer, 2,82. Vladimir, 2,89. Alejandro Kirk, 304. Barger, 2,73. Nathan Lukes, 2,65. Clement, 2,84. Tu sais, c'est un paquet de chiffres comme ça. Il n'y a pas de retrait facile. Je sais, il n'y a pas de retrait facile dans l'alignement. Et Miles Straw, 2,42, mais il est excellent. Puis même Tyler Heineman, lorsque tu l'amènes, ben, il frappe pour 337. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'apparition au bâton, mais
tout le monde, quand on dit contribue, c'est du premier au 9e frappeur. Il y a un héros différent à chaque soir. Là. C'est pas le Vladimir Show à chaque jour, puis on dit si Vladimir ralentit, c'est terminé. Vladimir n'a pas une super saison, puis le club gagne pareil. Vladimir n'est qu'un des 9 frappeurs dans l'alignement. Mais imagine-toi un gérant adverse, là. Prépare son alignement. Là, écoute, il vient de se faire frapper. Ça a coûté 4-5 points dans une manche parce que les Blue Jays ont cette capacité, Gavino, depuis quelques semaines, de coller les coups sûrs dans une même manche pour aller chercher 3, 4, 5 points dans la même. Mais imagine-toi un gérant, il regarde l'alignement et là, il dit enfin, on est rendu au 9e frappeur. Hein? Heinemann, il frappe combien? 360! Attends, leur 9e frappeur frappe 360! Petite affaire. Il a bien beau avoir une centaine d'apparitions au bâton seulement. Il frappe quand même bien 360. Vladimir, faut que tu me parles de Vladimir. Oui. On sait que c'est pas les chiffres d'Aaron Judge. Là. Oui. Il finira pas la saison avec 40 circuits puis 140 points produits, on le sait. Présentement, c'est 13 circuits, 52 points produits. Sa moyenne commence à grimper pas loin de 300, à 2,89, mais une moyenne de présence sur les buts, on a tendance à l'oublier, là. Pas loin de 400. 3,93, donc il se passe quelque chose lorsque Vlad est au bâton. Un but sur balle, un simple. Je sais qu'on aimerait ça voir Vladimir frapper des balles à 500 pieds du marbre, mais pour l'instant, on peut pas vraiment se plaindre, là. Ben, écoute, là, je vais te raconter une anecdote. À la mi-juillet, les instructeurs des Blue Jays s'assoient avec Guerrero. Puis là, ils disent à Vladimir, écoute, nous autres, là, on serait prêts à vivre avec quelques retraits au bâton de plus si tu étais à l'aise de t'élancer sur quelques tirs à l'extérieur de la zone des prises, mais que t'aimes, OK, pour aller chercher des coups sûrs pour plus d'un but. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Vladimir a dit non, je ne m'élance pas sur des mauvais tirs. Je ne m'élancerai pas sur des tirs à l'extérieur de la zone des prises. Je vais continuer de prendre mes buts sur balle, puis ça va être comme ça. Mais comme tu viens de le mentionner, sa moyenne de présence sur les sentiers, 393, c'est la 4e meilleure du baseball majeur au moment où on se parle. Et c'est peut-être ça que va devenir Vladimir Guerrero. Il faut peut-être oublier les 40-50 circuits puis les 200 coups sûrs. Ça va peut-être être un gars à 170-175 coups sûrs, mais avec une excellente moyenne de présence sur les sentiers parce que Vladimir, il a pris la décision. Moi, je ne m'élance pas sur des mauvais tirs. Je vais prendre mes buts sur balle quand ils vont me les donner. Puis le reste du temps, je vais essayer de frapper des coups sûrs. Puis... Et surtout, son jeu en défensive, Philo, là. Combien de gros jeux il a effectué dans la série contre les Yankees, que ce soit des catchs dos au marbre, des catchs dans le filet protecteur. Et c'est surtout une inspiration pour ses coéquipiers sur les sentiers. Il faut parler justement de la course, des courses sur les buts. Je veux dire, Vladimir, c'est pas qu'il est en train de devenir un marchand de vitesse, mais c'est un excellent coureur lorsqu'il contourne le premier au deuxième où il essaie d'étirer justement de sa course du premier au troisième but. Il se fait, rarement épingler. Puis de voir un gros bonhomme de même se défoncer, plonger tête première au marbre, pour moi, ça inspire ses coéquipiers. Aucun doute là-dessus. Ben écoute, le mot d'ordre sur les sentiers, Gavino, tu l'as dit, agressivité. Et combien de fois cette année, les Blue Jays ont tenté d'étirer un simple en double ou ont tenté d'envoyer un coureur pour marquer du premier jusqu'au marbre et combien de fois ça a fonctionné? Même si tu te fais prendre occasionnellement, on le voit, le pourcentage de réussite est extrêmement élevé. Je peux parler d'un gars comme Myles Straw qui, pour moi, est le meilleur coureur sur les sentiers des Blue Jays de Toronto. Il y a une séquence dans la série contre les Yankees. Okay? Il est au deuxième. Il y a un roulant qui est frappé à l'arrêt-court. Lui, il part dans sa tête pour marquer. OK? Il contourne le troisième. Il arrive à peu près à un tiers de la distance. Le joueur de premier but échappe momentanément la balle. Momentanément. Est à 2 pieds de lui. Mastroa continue. Là. Lui, il est parti comme un canon. Le joueur de premier but regarde au marbre. Trop tard. Trop tard. Il a déjà marqué. Moi, là, quand j'ai vu cette séquence-là, là, j'ai dit, hey, lui, là, il l'a dans sa tête. Combien de fois Mastroa est parti du premier pour venir marquer au marbre sur des balles où il aurait normalement dû s'arrêter au troisième. Puis les clients nous écoutent, puis ils nous disent « Ouais, mais Jérémy, c'est de même que ça se joue le baseball. C'est normal que ce soit de même. » Les Blue Jays ne jouaient pas comme ça l'année passée, Gavino. Et combien de fois Alejandro Kirk s'est arrêté au premier
Tu sais, tranquille. Oui, absolument. Une balle dans l'allée où le voltigeur est obligé de courir en retrait pour aller chercher la balle, il s'arrête au premier. Il fait plus ça, là. Il prend. Justement, on a un exemple d'agressivité, notamment dans les prochaines secondes. Regardez, Vladimir au bâton, 2 joueurs sur les buts et le lanceur des Yankees cafouille. 2 points vont venir marquer là-dessus sur un optionnel au monticule. On regarde. And a little bouncer towards third. Schneider coming to the plate and he's safe. And now Springer coming in behind him. And somehow the Blue Jays get 2 runs out of that. Incroyable. Springer, très rusé là-dessus. Il dit, écoute, il n'y a personne qui couvre justement le marbre. Ben, je vais aller marquer. Moi aussi, ça a été un autre gros point. Encore une fois, donnez pas 4 ou 5 retraits par manche aux Blue Jays. Ils vont vous faire mal. Ils provoquent justement là, tout ce qui se passe sur le terrain. Tu sais, ils ont juste eux à dire, tu sais quoi, on va jouer notre game. Il n'y a personne qui est capable de nous suivre sur notamment notre philosophie d'agressivité. Moi, j'aime ça. C'est un mélange de Ligue nationale avec Ligue américaine. Et pour l'instant, c'est le meilleur club dans la Ligue américaine. Ben oui, ils font tout bien. Il n'y a rien qu'ils ne font pas de bien. Puis la séquence que tu viens de montrer, c'est drôle parce que je regardais le match avec mon fils. Puis là, mon fils, il crie après la TV. « Oh, Vlad, prends le 2! » J'ai dit, écoute, c'est quand même pas du baseball des Little League ici, mais tu sais, il aurait quasiment même pu prendre le deuxième. Je te le dis, j'ai regardé les Yankees jouer cette semaine. J'avais l'impression de regarder une équipe des ligues mineures. Mais moi, je vais te dire une chose, OK? Regarde les visages des joueurs des Blue Jays quand ils courent les sentiers. Que ce soit Vlad, que ce soit Springer, que ce soit Straw. Regarde la face. La face, là, c'est « essaye de m'arrêter ». Je m'en viens comme un train. Je vais rentrer les crampons en premier, puis sois prête, parce que si le jeu est serré, il y a des bonnes chances que je vais te faire perdre la balle, je vais te faire perdre le contrôle. Ils courent les sentiers comme des bêtes, et j'adore ça. Moi, ce que je retiens, là, c'est la camaraderie entre tout le monde dans l'abri. Ouais. Je veux dire, les gars, ils se donnent des conseils, ils sortent leur iPad, regarde, tu t'es été lancé sur une balle cassante, prochaine présence au bâton, bang, tu fais mal au lanceur. Et écoute, il faut lever notre chapeau à John Schneider qui a créé une ambiance de travail impeccable pour l'instant. Je veux dire, ça se tient et tout le monde contribue. Tout le monde est sur le qui-vive, là. C'est pas vrai qu'exemple, Joel Loperfido, lorsqu'il n'a pas un départ, il va s'asseoir, il va dire, bon, il va se croiser les bras, il dit, ouais, je vais peut-être jouer un peu plus tard dans la série. Non. Tu vas peut-être embarquer en 6e ou en 7e manche parce que moi, j'hésiterai pas à amener un coureur ou un frappeur suppléant. J'adore la façon que John Schneider est très réactif, justement, là, à la situation du baseball présentement. Là. Écoute, les gars doivent rester aux aguets parce que c'est pas parce que tu commences pas le match que tu rentreras pas en 6e, en 7e, en 8e, dépendant de la situation de match. Puis je sais qu'on donne beaucoup de crédit à John Schneider présentement, mais je reviens au changement d'instructeur des frappeurs et aussi des stratégies offensives. C'est là que tout a changé pour les Blue Jays. Hey, puis juste avant de passer à Varsho, vite, on peut-tu parler d'Eric Lauer? Justement, c'est dans mon dernier point. Le dernier point, parfait. Bon. Dalton Varsho, sur le point de revenir avec les Blue Jays. Lundi. Il commence à frapper, là. Justement, on regarde une séquence avec Dunedin un peu plus tôt cette semaine. 3-2. Got all of this one. Right field. Dalton Varsho is homered in back-to-back games. I think the rehab assignment, safe to say, it's going pretty well. Got all of that one over the bullpen, over everything in right field. On his way back to Rogers Center, a stop at TD Ballpark has been successful. Un peu moins de budget pour la sirène à Dunedin. C'est pas le même son qu'à Toronto, mais Varsho sur le point de revenir, notamment avec les Jays. Et là, ça va être intéressant de savoir comment, notamment, John Schneider va bricoler son alignement. Est-ce que Varsho, tu lui dis, tu sais quoi, bon, t'es à Toronto, mais tu rentres pas tout de suite dans l'alignement, ou c'est un de tes, notamment, piliers là, dans l'offensive, tu le mets au chanson jusqu'à la fin de l'année. J'ai hâte de voir ça, là, Philo. C'est une très, très bonne question parce que Varsho, présentement, on va se le dire, Gavino, il est complètement à l'opposé de ce que les Blue Jays font. Varsho, c'est une moyenne au bâton au-dessous de la moyenne 220-230. Par contre, il amène de la puissance que les Blue Jays peuvent toujours utiliser un gars qui va leur amener de la puissance. Je ne sais pas si on va le mettre au champ-centre immédiatement
parce que Myles Straw est là. Peut-être qu'on le mettra dans le champ gauche pendant une semaine pour s'assurer que sa jambe va bien et tout ça. Mais la question que je te pose, c'est que, tu sais, Varsho, on parlait de lui au mois de mai comme le prochain qui va signer un long contrat avec les Blue Jays. Avec la façon dont les Blue Jays jouent le baseball présentement, puis comme je viens de te dire, Varsho est complètement à l'opposé de la façon dont on veut construire l'alignement chez les Blue Jays. Est-ce que tu serais prêt à écouter des offres pour Varsho si ça pouvait t'amener, par exemple, un lanceur partant, puis tu te dis, regarde, on vit avec Myles Straw ensemble, sa moyenne de 240, ses courses sur ses buts, le leadership qu'il amène. Ouais. C'est quand même un gant doré, là. Il va avoir de l'intérêt, là. Imagine-toi les Blue Jays, imagine-toi les Yankees. Je pense qu'il en prendrait un, voltigeur, les mains sûres. Écoute, présentement, on est dans un univers parallèle, Philo. Là. Dans aucun univers, on dit que Myles Straw est supérieur à Dalton Varsho. On est rendu là. Moi, je te dis, es-tu capable de vivre avec Myles Straw puis sacrifier Varsho? OK, bon, je te repose une autre question. C'est difficile comme question. J'adore Dalton Varsho. Puis je pense pas que c'est un frappeur de 197, là. Je pense que quand on a fait son acquisition, c'était un gars de 250 avec 25-80 à la fin de l'année et c'est un gant doré. Il a fait des jeux spectaculaires en défensive. Pour moi, c'est une acquisition à la date limite des transactions. Je le signe pas tout de suite. Puis un Dalton Varsho, tu peux en avoir de besoin dans les séries. Pour moi, je touche pas à Varsho, je le garde. Ce qui me brise le cœur, là, c'est que, souviens-toi, Varsho avait été extraordinaire au camp d'entraînement. Ça avait été le meilleur joueur des Blue Jays. Et quand il est revenu au jeu, là, au printemps, là, il faisait flèche de tout bois, là. Effectivement, oui. Je pense qu'il frappait des circuits avec régularité, comme j'ai dit, chose que les Blue Jays ont besoin. Mais j'essaye de me dire dans ma tête, je le mets où dans mon alignement et qui sort? C'est ça la question. C'est très tough. C'est très difficile. Anthony Santander, je pense qu'on voit pas la lumière au bout du tunnel. Non. Ça va être peut-être au mois de septembre. Alek Manoah, d'ici le mois d'août, peut-être police d'assurance comme 6e ou 7e partant ou lanceur de longue relève. Yemi Garcia, il est pas prêt tout de suite. Non. J'ai hâte de voir si les Blue Jays vont bouger dans la prochaine semaine. Probablement. Moi, je prédis là, à la semaine prochaine, je pense qu'ils vont chercher un releveur puisque notre ami Chad Green, dans son contrat, là, c'est écrit, je dois accorder au moins un coup de circuit dans chaque manche. Je sais pas si tu as noté ça. Non, mais il s'est fait ramasser dans la 9e manche contre les Tigers dans le match de jeudi. C'était même pas drôle. Écoute, un gars qui gagne 10 millions par année et qu'on est obligé de faire rentrer à 11-1 parce qu'on y fait tellement pas confiance. On verra. Là, il y a une première pierre qui est tombée dans la semaine de la date limite des transactions. Ouais. Josh Naylor a été échangé des Diamondbacks aux Mariners. Donc, pour moi, c'est le premier domino. Il y a d'autres dominos qui vont tomber cette fin de semaine. Puis, on verra. Peut-être qu'on fera une émission spéciale en début de semaine prochaine si les Blue Jays font une grosse transaction. Ouais. Mais ça va commencer à bouger là, bientôt. Puis, va te dire une chose, Gavino. Je me souviens pas de la dernière fois que j'avais une équipe que je suivais puis que je disais à la date limite des transactions, s'ils font rien... C'est vrai. Très bon point. Je suis pas T'auras pas un goût amer. Puisque tout se replace, dont les lanceurs partants. On regarde quelques performances, justement, des lanceurs des Blue Jays dans la dernière semaine. Regardez. Gausman contre les Yankees. 7 manches de travail. Il n'a pratiquement rien donné. Seulement 1 point. Chris Bassitt dans le dernier match contre les Yankees. 7 manches et 1 tiers. Oui, je sais qu'il a accordé un circuit de 2 points contre Aaron Judge, mais quand même, 7 manches et 1 tiers. 3 points seulement. Et Eric Lauer, qui est selon moi une des révélations, sans aucun doute, des Blue Jays avec un dossier de 6 victoires, 2 défaites. Un gars qu'on ne fondait même pas beaucoup d'espoir. On disait, sais-tu quoi, dépanne-nous, on est un petit peu dans le chenoute. 8 manches de travail, 1 point contre une des meilleures équipes du baseball, les Tigers. Écoute, tu peux plus te passer de Eric Lauer, là. Tu peux plus te passer de Eric Lauer. Une trouvaille, là. T'es allé chercher ça au Dollarama. Et puis, il est 6-2 et complète très bien ton arsenal de 5 partants comme lanceur gaucher. Wow. Gavino, on l'a signé à un contrat des ligues mineures cet hiver. Il ne veut même pas lancer des majeurs, ce gars-là, là. Contrat des ligues mineures. On a acheté son contrat pour qu'il puisse venir lancer dans le baseball majeur. Et comme tu dis, c'est tellement important d'avoir un gaucher dans ta rotation de partant. Il est extraordinaire. Je ramène mon idée, Gavino. Mon idée. Si les Blue Jays vont chercher un lanceur partant, tu as vu ce que Gausman a été capable de faire avec du repos supplémentaire. Là. Tu l'as vu cette semaine après la pause du match des étoiles. Moi, là, j'y vais avec une rotation à 6 d'ici à la fin de l'année parce que je me dis, de toute façon,
une place en série, c'est déjà réglé. Berrios, Bassett, Lauer lancent sur leur 5e journée. Gausman et Scherzer, on leur fait sauter une journée de plus pour qu'ils puissent avoir du repos parce qu'on a vu les résultats qu'ils sont capables d'amener quand ils ont du repos. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais maintenant, moi, je te pose une question, Gabriel. Je te pose une question. Non, oui. Je la connais, ta question, puis je veux pas y répondre. Non, ben tu vas y répondre. Les séries commencent demain. Puis il faut... Je veux que tu me donnes ton ordre. Les 5 partants qu'on a présentement, c'est quoi ton ordre à partir du gars avec qui tu fais le plus confiance jusqu'au dernier? Les 5, dans l'ordre. Et est-ce que tu vas prioriser les gars, le Big Three qui est là depuis des années puis qui t'en a donné plus que pour ton argent, Gausman, Berrios et Bassett? Tu as à peu près une minute pour répondre. Non, je veux pas répondre à ça. Je ne veux pas répondre à ça. Je le sais pas. Tu sais, c'est pas des lanceurs dominants, Philo, puis ils font le travail. José Berrios, encore une fois, des départs de qualité. Chris Bassett, je me dis, écoute, à un moment donné, là, tout le monde va s'ajuster à son changement de vitesse de 80 000 à l'heure, puis sa balle courbe à 82. Non, continue à déstabiliser les frappeurs. Kevin Gausman, lorsqu'il rentre à l'abri, la première chose que je regarde, c'est qu'il prend sa gomme, puis il lance toujours. Il fait toujours ce move-là, Kevin Gausman. Remarquez ça. Et Eric Lauer peut pas le débarquer de là, là. Tu peux pas dire, Eric Lauer, tu vas avoir un rôle de longue relève en série. Écoute, il t'a amené là. C'est une des pierres angulaires de ton personnel de lanceur. Je le sais pas, Philo. Je te dis, là, je me ferme les yeux, je pisse dans un chapeau, puis je suis à l'aise. Je dis, OK, Berrios, ben c'est toi qui vas y aller. Aucune idée. Moi, j'ai Berrios premier, j'ai Bassett deuxième, j'ai Lauer troisième, Gausman quatrième, puis Scherzer est mon 5e au moment où on se parle. Ouais. Alors, c'est ça mon ordre de lanceur. Bassett, là, tu parles de Bassett. 10 départs sur 21 cette année, il a donné à 0 ou 1 point. 10 de ses 21 départs. Une fois sur 2, il te les muselle de A à Z. Tu peux pas. Il a toujours l'air brûlé, pareil, en première manche. Avec son non-verbal. Il trouve toujours une façon de s'en sortir. Et Bassett est joueur autonome à la fin de la saison, soit dit en passant. Alors, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer à la date limite. Mais Gavino, je ne manque pas une manche des Blue Jays. En 15 secondes, est-ce que les Blue Jays vont faire une grosse transaction d'ici vendredi prochain, Philo, en 10 secondes? Oui, les Blue Jays vont faire une grosse transaction. Je pense qu'ils vont aller chercher un lanceur partant de qualité. Écoute, on va en avoir tellement des lanceurs partants, on sera plus quoi faire avec eux autres. Faut s'arrêter là-dessus. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt pour un autre podcast des Blue Jays. Bye bye. Salut.